Allez, je vous propose de démarrer. Bonjour à tous. Merci d'être avec nous cet après-midi pour cette session. Les éditeurs arrivent sur Sens. Voilà, c'était le titre de la conférence. Donc merci d'être là avec nous pour explorer ce sujet tous ensemble. Et j'ai le plaisir d'accueillir des invités que je vais vous présenter dans un instant. Mais je voulais faire une petite introduction avant de leur passer la parole et de faire cette table ronde ensemble. Il faut juste que j'arrive à passer au slide suivant, ce qui devrait quand même être quelque chose d'atteignable comme objectif. OK. Voilà. Voilà. OK. Ah oui, ça valait le coup quand même. Voilà, je voulais vous présenter l'écosystème de Sens. Parce qu'en fait, nos clients, quand ils viennent sur Sens, en fait, ils sont très contents de trouver les services de Sens, mais ils ont aussi envie de trouver les solutions de nos partenaires, donc des éditeurs avec lesquels ils travaillent et sur lesquels ils veulent pouvoir utiliser leurs solutions. Voilà, on est sur le cloud de Sens, on est sur un hyperscaler puissant qui a ses propres services, mais qui a aussi un ensemble de services qui sont apportés par les éditeurs et les différentes solutions tierces. Donc on a imaginé notre futur mall Sens avec notre magasin, mais aussi avec des corners, avec tous les solutions tierces de nos partenaires éditeurs. Donc on est très content d'être tous ensemble aujourd'hui et je vais vous présenter nos invités pour cette table ronde. Arnaud Ribach d'Omnissa, Francis Poussin d'Ansys. Voilà, merci. Bastien Durand de DataIQ et Gilles Castéran de Memority. Merci messieurs d'être là avec nous cet après-midi. J'ai quelques questions pour vous, mais déjà je voulais vous proposer de commencer par vous présenter. Gilles, je t'en prie. Bon, merci de nous donner l'occasion d'échanger. Donc Gilles Castéran, je suis le CEO de Memority. Donc Memority conçoit, développe et commercialise une plateforme de gestion des accès et des identités numériques, aussi bien humaines que non humaines. Je peux continuer encore. Donc, c'est une Identity Factory qui génère aussi bien les sujets autour de la gestion des accès identité des employés, des partenaires, mais également ce qu'on appelle le SIAM, des consommateurs qui se connectent à des systèmes de type e-commerce, ou également tous les objets connectés, type véhicules connectés, ou évidemment maintenant les agents d'IA, et qui est une entreprise qui est française, indépendante, et qui a des très grosses références dans le monde de l'automobile, la grande distribution. Merci Gilles. Bien, enchanté à tous, je suis Arnaud Ribach, je suis country leader chez Omnissa. Omnissa, nous sommes l'ancienne division End User Computing de VMware, donc ça doit vous parler. Issu d'un certain rachat, nous avons été revendus. Depuis juillet 2024, nous sommes devenus une entreprise autonome et nous sommes donc un éditeur spécialisé dans la modernisation des espaces de travail numériques, avec notamment une solution de gestion unifiée des terminaux que nous avons pour ambition de servir de manière souveraine à nos clients historiques. Et c'est notre première édition au Summit de Sens, donc on est ravis d'être là. Merci beaucoup. Merci Arnaud. Bonjour, enchanté. Donc, Bastien Durand, je suis directeur Business Transformation chez DataIQ. DataIQ, c'est une plateforme qui permet d'orchestrer l'IA sur tout son cycle de vie, donc de la préparation de données jusqu'à la création de modèles d'IA, jusqu'au déploiement d'agents. Peu importe finalement votre niveau d'expertise, que vous soyez codeur ou non codeur, les métiers peuvent aller en autonomie déployer ces cas d'usage. Tout ça dans un cadre qui est gouverné, sécurisé, auditable et surtout, et ce qui est important ici, agnostique. Et donc c'est vrai que DataIQ ne va pas stocker vos données, ne va pas faire de compute. En fait, on va aller se connecter sur votre infrastructure, quelle qu'il soit, et notamment sur Sens. Merci Bastien. Francis. Bonjour, enchanté. Francis Poussin, je suis directeur cloud et calcul haute performance chez Ansys, part of Synopsys. Alors nous, on a été rachetés, on n'a pas été revendus l'année dernière. Donc juste pour situer, Synopsys, c'est 26 000 personnes dans le monde et c'est le leader dans les logiciels de conception de composants électroniques. Donc des gens comme Intel, Samsung, Apple, Nvidia, tout ça, ils utilisent les logiciels. C'est 90% du marché. Et Ansys, c'est le leader sur la simulation numérique. Donc la simulation numérique, c'est quoi? C'est la capacité de reproduire des phénomènes physiques sur ordinateur pour développer vos produits. Donc vous allez tester la résistance d'un pont, par exemple, ou d'une plateforme pétrolière. Vous allez tester l'aérodynamisme d'une voiture ou d'une aile d'avion. Vous allez tester la couverture radar d'un avion de chasse. Voilà. Donc ça, c'est la simulation numérique.
Et nos clients, c'est l'industrie, alors principalement aerospace, defense, énergie, notamment le nucléaire, l'automobile, très présent également, et aussi l'high-tech, tout ce qui est développement haute technologie. Voilà. Merci à tous les quatre. Alors merci d'avoir répondu présent pour cette table ronde. Et puis voilà, on est très content d'accueillir en fait un panel aussi varié, puisque vous avez vu au travers des présentations de chacun que chacun intervient sur des domaines très différents. Donc il y a un petit peu pour tous les styles et pour tous les centres d'intérêt. On passe de la data, la sécurité, le digital workplace et le calcul haute performance. Donc voilà, c'est super, on fait le grand écart et c'est ça qu'on cherche à faire, avoir un maximum de diversité dans les solutions que vous trouverez sur Sens. Alors, j'ai des questions pour vous, évidemment. On va commencer par toi, Francis, mais j'aimerais tous vous entendre sur le sujet qui est un peu central parce qu'on est là aujourd'hui pour ça, c'est savoir quels sont les besoins de nos clients. Nos clients, en fait, qu'est-ce qui vous exprime à vous? Qu'est-ce qu'ils vous demandent autour de ces besoins de confiance numérique? Comment est-ce que ça se matérialise et ça se concrétise? Alors, dans le cadre de nos clients, la simulation numérique demande de la puissance de calcul. Donc, ce sont des calculs qui sont faits sur soit on-prem, sur plusieurs centaines, plusieurs milliers de cœurs en parallèle. Donc, on a été sollicité dans un premier temps, il y a à peu près 2 ans, sur la notion de cloud souverain, parce que les clients étaient arrivés un petit peu au maximum de la capacité de calcul qu'ils avaient on-prem. Donc ces clients étaient en recherche de dire, OK, soit j'augmente la capacité que j'ai on-prem, j'investis, soit je déporte des calculs que je peux déporter pour augmenter la capacité disponible sur les calculs qui ne peuvent pas être déportés, notamment des calculs secrets, des choses comme ça qu'on commence à discuter. Donc ces clients-là nous ont dit, quelle est l'offre aujourd'hui du cloud disponible qui permet de déporter ces calculs dans un environnement quand même sécurisé. Hein, l'idée, c'est pas de mettre ça à disposition de quand même n'importe qui, c'est notre propriété intellectuelle, c'est notre innovation, donc c'est très important que ça reste dans un environnement sécurisé. Donc cette conversation a démarré il y a 2 ans à peu près, il n'y avait pas d'offre, on va être clair, et aujourd'hui on commence vraiment à avoir une offre qui se met en place. Alors nous, le besoin il est sur le calcul haute performance, avec la capacité de mettre plusieurs nœuds de calcul en parallèle. Il y a également un sujet sur l'IA, parce qu'on est également très présent sur l'IA. Et l'IA, pour l'entraîner, vous avez besoin de l'alimenter avec des données que vous avez déjà produites dans le passé. Donc ces données, vous allez les charger dans un cloud. Donc si vous avez une IA qui est dans un SaaS, ces données vont être chargées dans ce cloud SaaS. Et ça dérange également les clients, parce que c'est toute leur propriété intellectuelle, c'est tout leur savoir-faire. Et ils ne veulent pas exposer ça à n'importe qui. Donc, il y a vraiment 2 sujets sur la souveraineté, la production issue des calculs numériques et les données que je vais charger sur un moteur IA. Merci Francis. Bastien, autre contexte, autre besoin client, j'imagine, tu veux nous en dire plus? Oui, effectivement, un autre contexte. Là, on est plus sur des sujets d'IA avec DataIQ. Et le thème qui revient de manière très récurrente avec nos clients, c'est le thème de l'indépendance technologique. C'est-à-dire ce qu'on entend de manière très récurrente de nos clients. Il n'y a pas une conversation cliente où ce sujet n'émerge pas. Eux nous disent faire face à la fois à l'accélération de chocs technologiques, c'est-à-dire que des LLM qui changent tous les 3 mois avec l'arrivée des agents, et aussi l'accélération d'instabilité géopolitique. Et donc tout ça, finalement, ça les pousse à se poser des questions sur comment est-ce que je fais en sorte que les choix technologiques que je fais aujourd'hui ne compromettent pas mon futur. Comment je fais en sorte de ne pas devenir loqué technologiquement ou otage technologique en fait, des choix que j'ai fait aujourd'hui, parce que ces choix qui sont les bons aujourd'hui ne seront peut-être pas les bons demain. Donc le besoin qui émerge, c'est un vrai besoin autour de la réversibilité, de l'optionnalité, de la gestion de ce risque de locking. Et c'est là où nous, on essaye d'aider nos clients, en fait, parce que DataIQ étant une plateforme qui est agnostique, nous, on va permettre en fait, d'aller découpler toute la création, le développement de projets IA, quelle que soit l'infrastructure. Et donc, si ce portfolio de projets IA a été développé, déployé sur une infrastructure A, et qu'il y a besoin d'aller le basculer sur une infrastructure B comme un sens, nous, on va faciliter en fait, cette réversibilité technologique. Donc voilà, ça c'est ce besoin qui émerge de manière très, très forte chez tous nos clients. Être agnostique, effectivement, c'est souvent une attente des clients. Merci Bastien.
On va pas faire en ordre à chaque fois, parce que sinon tout le monde va dire bah, machin. Gilles. Je suis pas au dépourvu. Non, alors, nous, on est un acteur de la cybersécurité, donc derrière le mot confiance, et merci d'utiliser le mot confiance plus que souveraineté. Donc sur le mot confiance, il y a plusieurs sujets, il y a plusieurs thèmes, et je vais rejoindre ce que vous avez dit. Mais la première chose, nous, on est vraiment interrogés, c'est en tout cas ce qu'on vit, c'est que au regard du contexte et tout ce qu'on peut voir, il y a 3 choses que vivent nos clients. C'est une digitalisation qui est massive, qui s'accélère et qui est à très grande échelle et qui ne touche pas uniquement l'école blanc, mais aussi l'école bleue. Et il y a évidemment l'adoption massive de l'IA. Le deuxième sujet, c'est le besoin de renforcer la cybersécurité, et ça concourt fortement à la confiance numérique. Et puis le troisième, vous l'avez cité, c'est le besoin de maîtriser sa dépendance ou d'aller vers une autonomie stratégique digitale, etc. Donc on est évidemment interrogé dessus. Dès qu'on parle de confiance, il y a la sécurité qui est associée, mais il y a aussi l'expérience utilisateur. C'est-à-dire que si on n'améliore pas l'expérience utilisateur, on crée aussi une défiance, c'est une défiance numérique. Et alors, je cite ces sujets parce qu'au cœur de tout ça, il y a la gestion des accès des identités. Donc, pour créer la confiance numérique dans une digitalisation à très très grande échelle, il est essentiel d'isoler la gestion des accès des identités. En tout cas, c'est le pari qu'on fait, et c'est le pari que font nos grands clients, de façon à pouvoir être indépendant, faire de l'hybridation des systèmes d'information, se gagner un peu en autonomie, sans se cacher le fait qu'il y ait une vraie dépendance. Et puis l'autre point, alors là c'est pour ça que je me suis permis ce sujet, c'est qu'en plus nous on a une technologie française, et donc en tout cas qui a la volonté, et on est issu d'un rachat, racheté à une grosse boîte internationale, la volonté de créer un leader européen sur ce sujet-là, parce que c'est un sujet qu'on considère nous essentiel pour gagner en termes de confiance, parce que derrière la confiance, il y a le mot qui est derrière, qu'on entend, c'est résilience, et donc la résilience numérique, et comment on sait faire de la résilience grâce à des architectures qui sont basées au centre et au cœur des piliers qui sont la gestion des accès et des identités. Très clair, merci beaucoup Gilles. Arnaud? Je rejoins aussi ce sujet de l'expérience utilisateur, parce que dans le monde du digital workspace, c'est très important. Et nos 4000 salariés servent 26 000 clients à travers le monde. Et il y a un besoin de consolidation. C'est-à-dire qu'historiquement, les entreprises ont divers outils pour gérer peut-être le poste de travail, pour gérer la mobilité, pour gérer les accès, pour gérer la sécurité. Et il y a un besoin de consolidation pour mieux maîtriser, pour mieux gérer les dépenses, mais surtout mieux servir les besoins d'utilisateurs. Il y a aussi une notion de sécurité. C'est-à-dire qu'on n'a jamais vu autant de failles de sécurité sur un poste de travail. Vous avez vu qu'il y a des menaces qui arrivent quasiment tous les jours. On en parle dans les médias quasiment tous les mois. Et puis, il y a un besoin de maîtriser, de ne pas forcément être effectivement engagé avec un unique fournisseur dans un cloud public, mais plutôt d'aller dans une approche de souveraineté. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on a cette ambition de réellement servir nos clients en français, qui vont des ministères avec peut-être 50 000 terminaux à des petites collectivités, ou d'autres industriels qui peuvent aller là jusqu'à 150 000 terminaux et qui ont un besoin à un moment de se dire j'ai la totale maîtrise, parce qu'on l'a vu aussi par le passé que ce qui est impossible finalement peut se produire. Donc il y a un besoin d'anticiper des scénarios qui n'existaient pas auparavant. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui on est dans cette démarche de mieux servir nos clients avec une consolidation des différents outils en approche plateforme. Je pense qu'on imagine assez bien. C'est vrai qu'on parle des postes de travail des utilisateurs. Si demain, plus personne n'a accès, on a un petit souci pour être efficace dans l'entreprise. Alors maintenant qu'on a parlé du contexte, on a posé un peu le décor, on a compris les besoins des clients qui sont assez variés. Vous avez tous exprimé des besoins assez différents et qui sont, je pense, des situations qui font écho aux participants dans la salle. Maintenant, on va se tourner vers les solutions. Et Arnaud, tu as le micro. Comment sont envisagées les solutions avec sens? Comment vous voyez les choses et qu'est-ce qu'on peut faire ensemble de différent? C'est important, notre logiciel existe depuis 2010. On va dire, ça fait quand même longtemps. On est un acteur du device management depuis pratiquement 16 ans. Et aujourd'hui, on a une version qui est cloud, dans les clouds publics, qui est totalement différente de cette version on-premise historique. Et cette version on-premise, elle a une fin de support. Voilà, on l'a déjà repoussé, donc on l'avait déjà annoncé à nos clients, on leur avait dit qu'effectivement ça allait vraiment dans une trajectoire où on ne pouvait plus patcher, mettre à jour et fournir les nouveaux composants, les nouvelles technologies, les nouvelles fonctionnalités avec la version on-premise. Donc on a besoin de trouver une solution et en fait nous travaillons avec Sens parce que c'est notre trajectoire de mieux servir l'ensemble de ces clients
qui n'iront pas dans les clouds publics. Donc on est très fiers aujourd'hui d'aller dans une approche où on va déléguer notre technologie à un tiers de confiance qui justement va aborder cette technologie dans un cadre souverain. Donc comme je vous l'ai dit, c'est pour nous un calendrier très très court parce que la fin de support est annoncée pour l'année prochaine. Donc voilà, il y a beaucoup de grands clients, de ministères, de logos qu'on a vus ce matin dans la plénière qui ont besoin de cette technologie. Je vois certains pencher la tête effectivement dans la salle qui le savent très bien. Donc on est dans cette accélération pour servir des besoins des clients qui voudront migrer sans impact sur les environnements utilisateurs, sans désenrôlement, sans conduite du changement dans tout ce qu'ils ont fait depuis des années. Merci, contexte très clair. Qui continue? Gilles, c'est toi? Voilà. Je suis encore pris au dépourvu. Bah oui, bah c'est l'objectif. Hein, Donc, sinon... nous, on est un des partenaires de la première heure, puisque tu l'as très très bien dit, la gestion des accès identités, ou comme tu as dit, c'est l'accès au système d'information tous les matins. Nos clients, ils sont mondiaux, et donc le sujet est hyper critique. Donc on est sur des hyperscalers. Le fait qu'il y ait un hyperscaler qui tendait à l'époque, mais ça l'est maintenant, mais qui tendait vers une certification SecNumCloud, c'était très important pour nous. Donc on a commencé sur Cryptans, c'est comme ça qu'on dit maintenant, contrôle Cryptans, voilà. Cryptans au départ, donc on est un acteur de cette première heure. L'architecture de Memority est nativement cloud. Donc nous on est né dans le cloud avec tout ce que ça veut dire, architecture multitenant, des API, etc. Et donc du coup, nous on est focalisé. Et alors pourquoi on fait ça? Et pourquoi on a ça? Parce que en fait, on croit beaucoup à cette chaîne de valeur complète qui est un hyperscaler souverain, c'est le terme que parfois vous utilisez. Donc, voilà, premier hyperscaler européen. Souverain. Donc, en tout cas, on est derrière les technologies, mais en plus, on a toutes les protections, en tout cas l'immunité par rapport aux lois extraterritoriales. Et puis l'autre point, c'est que le composant au-dessus, il est aussi de confiance, puisque c'est de la technologie Memority qui est française ou européenne. Donc voilà, donc nous on est un acteur de la première heure et non intrinsèquement sur la plateforme, donc on a migré progressivement pour aller vers cette certification. Merci Gilles. Bastien, tu veux nous en dire plus? Quelle réponse ensemble? Oui, quelle réponse ensemble? Il y a plusieurs axes et piliers de valeur communs à Sens plus DataIQ. Je vous l'ai en cité deux aujourd'hui. Le premier, j'en ai déjà parlé un peu, c'est ce découplage que DataIQ permet entre la création de ces projets IA justement et l'infrastructure. Et donc ça, c'est vraiment un catalyste, un facilitateur pour permettre finalement, on va dire, l'adoption IA sur le cloud de confiance et sur Sens. C'est un facilitateur pour accélérer la migration, puis on le verra tout à l'heure, je pense, quand on parlera d'exemples clients. Le deuxième axe que je souhaitais mettre en avant, c'est un axe, c'est l'axe qui permet finalement d'embarquer les métiers. DataIQ plus Sens, c'est une formule qui permet d'aller embarquer, encapsuler en fait l'expertise, l'expérience de vos sachants dans l'IA. Et ça, pour nous, c'est très important parce qu'on pense que c'est un vecteur de valeur de l'IA et aussi de confiance. Pourquoi c'est un vecteur de valeur? Parce qu'on voit, en fait, on l'entend en fait un peu partout, il y a beaucoup de projets IA qui restent à l'état de pilote. Nous, notre conviction, c'est que pour arriver à matérialiser la valeur dans l'IA, il faut arriver à aller changer les processus métiers. Il faut arriver à aller faire adopter l'IA par les métiers, par les sachants. Et donc, en combinant, on va dire, la puissance de Sens et BigQuery, en combinant le no-code, low-code de DataIQ, on peut faire justement venir ces sachants, ces métiers, des personnes de la supply chain, des personnes des risques en finance, dans l'IA et les faire construire en autonomie ces cas d'usage. Et donc ça, c'est ce qui permet justement d'amener cette valeur et de matérialiser cette valeur. On pense aussi que c'est un vecteur de confiance. Pourquoi? Parce que faire en sorte que les métiers construisent eux-mêmes ces cas d'usage, ça vous permet de continuer à maîtriser votre propriété intellectuelle, en fait, et de ne pas faire appel nécessairement, pour certains cas d'usage critiques, à des tiers, à des solutions tiers, peut-être des solutions boîte noire. Vous maîtrisez ces projets que vous construisez, et donc vous pouvez avoir confiance finalement dans la propriété de ces cas d'usage d'IA. Voilà. La confiance, on y revient toujours. Oui, confiance et valeur qui vont de pair. Voilà. Merci Bastien. Francis? Alors, nous, un petit cas un petit peu particulier parce que l'implémentation de la solution se fait par les clients directement sur la plateforme cloud. Par contre, ce qu'on a fait, c'est j'ai rejoint le programme Early Adopter parce qu'en tant qu'éditeur, on voulait s'assurer que notre solution était compatible.
Voilà, on voulait s'assurer que si on disait à nos clients, vous avez de la capacité de calcul sur la plateforme Sense, on voulait être sûr que ça fonctionnait. Savoir que le calcul haute performance, il y a pas mal de contraintes, que ce soit sur des couches réseau ou le type de CPU. Donc, on voulait valider ça. Donc, on a rejoint le programme et on a fait des petits benchmarks. On a fait comme si on était un client pour voir un peu comment se comportait le système et si ça fonctionnait. Et ça marche. On a obtenu des bons de mise à l'échelle, c'est-à-dire qu'on avait des bons temps de réduction, bonne réduction de temps en fonction de la montée en charge. Et clairement, c'est ce qu'attendent les clients. C'est-à-dire que nos clients, les simulations peuvent durer plusieurs heures, plusieurs jours parfois. Et là, on a obtenu, dans certains cas, des réductions de divisé par 7. Donc, on passe de quelques simulations par semaine à plusieurs par jour. Il faut savoir que c'est un facteur essentiel pour nos clients, c'est la vitesse. C'est plus vite, plus vite, plus vite, tout le temps. Donc, la capacité de pouvoir réduire le temps de développement des produits est un gain très important. Donc, on a pu valider ça avec l'équipe de Sense, que je tiens à remercier pour leur accompagnement technique tout au long du projet. Et maintenant, on est en situation de dire à nos clients, ça fonctionne, vous pouvez y aller. Maintenant, charge à eux de se faire accompagner avec les bonnes personnes. Mais voilà, la plateforme Sense fonctionne pour les solutions ANSYS. Et je rejoins aussi mes collègues sur l'expérience utilisateur. C'est quelque chose qui est extrêmement important. Vous pouvez avoir le meilleur déploiement cloud. Si ce n'est pas facile d'utilisation, les utilisateurs n'iront pas. J'ai des clients qui l'ont subi, qui ont fait un déploiement cloud en négligeant un petit peu l'expérience utilisateur et ils ont une plateforme qui n'est pas utilisée. Voilà. Donc, facteur très important également à prendre en compte. Francis, on est dans l'anticipation parce que ma question suivante, et je voulais te la poser, c'est comment on y va ? Mais du coup, tu as déjà commencé à y répondre. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose ? Parce qu'on rentre dans le concret maintenant. Alors, comment on concrétise tout ça ? Dans notre cas, on a, pour chaque client à qui on parle, on a 2 entités importantes à prendre en compte. On a le métier. Donc, ça va être les ingénieurs d'application qui vont développer des modèles numériques, qui vont faire les simulations. Ça, en général, on n'a pas trop de mal à les convaincre que de la ressource supplémentaire, ça va les aider. Là où c'est un petit peu plus technique des fois, c'est quand on parle à l'équipe IT, qui, eux, vont devoir faire la mise en œuvre de ces solutions. Alors, le cloud de confiance n'enlève pas les contraintes de sécurité qu'une équipe cybersec peut avoir. Donc, on travaille également avec cette équipe IT pour s'assurer que le workflow, enfin le flux de données, le flux de process va être compatible avec leurs contraintes opérationnelles. Donc, on a ces 2 entités à qui on doit parler, le métier d'une part et l'IT aussi qu'il faut prendre en compte, sinon ça ne marchera pas. Ça, je pense que ça fait écho à beaucoup de monde dans la salle, hein, ce sujet de parler à l'IT, au métier. Merci Francis de l'expliquer aussi clairement dans le contexte d'ANSYS. Arnaud, est-ce que tu veux nous parler concrètement comment on y va ? Comment vous faites, vous, Omnisa ? L'année 2026 va être très, très chargée ensemble. On a commencé à travailler en 2025 avec les équipes de Sens pour expliquer le modèle, construire l'approche. Et c'est vrai que pour nous, je le redis, certains de nos clients n'iront pas en cloud public et veulent absolument avoir un environnement sécurisé avec cette qualification Secnum Cloud, notamment des OIV ou des ministères ou différentes entités. Donc, on a toute une accélération qui se fait sur l'année 2026 avec les équipes de Sens sur l'évaluation technologique, sur l'intégration justement dans ce cloud de confiance. Et ensuite, il y aura tout un programme d'accompagnement pour ces clients pour bien expliquer la campagne d'évolution entre leur data center ou leur cloud privé et Sens. Et donc, mine de rien, il faut aussi que les équipes entre Omnisa et Sens accélèrent sur la validation, sur la proposition de valeur, sur l'offre en général. Et c'est vrai que j'ai écouté beaucoup de clients que je questionnais parce que pour moi, c'est ma première édition, donc j'ai essayé de comprendre. Tout le monde cherche tous les cas d'usage et aussi j'ai essayé de comprendre pourquoi ils avaient des intentions d'aller sur Sens et c'était très intéressant. Il y a vraiment des objectifs de souveraineté ou d'autonomie, comme on disait tout à l'heure. Donc voilà, ça va être une année très intense pour beaucoup de clients
des ministères qui sont vraiment dans des métiers, si je puis dire, de l'éducation, le ministère de la Défense. Donc on est vraiment dans des projets aujourd'hui très sensibles. Dans le secteur de la santé aussi, c'est pour ça que la classification aussi HDS nous est très importante aussi. Donc voilà, 2026 et début 2027 vont être très très intenses et parce que il faut faire accoster effectivement ces clients historiques qui sont très sensibles et qui ne jureront que par un cloud souverain. On a beaucoup parlé d'accélération aujourd'hui, je crois que c'est un peu ton propos aussi, on est complètement en phase. Oui, on se parle toutes les semaines, donc effectivement. Merci Arnaud. On va parler des exemples clients. Qui veut commencer? J'ai commencé alors. Allez, vas-y Bastien. Donc, comme je l'expliquais, nous, dans notre ADN, c'est d'être agnostique. Okay, donc, c'était vraiment naturel de faire en sorte que DataIQ soit disponible sur Sens, soit facilement installable sur Sens. C'est quelque chose qui a été réalisé, éprouvé, validé sur un premier client, donc Thales. Ce qui a aussi facilité en fait ce travail d'intégration, c'est la proximité de nos équipes R&D. Enfin, voilà, les équipes R&D de Thales, de Sens sont ici. Enfin, quand je parle de proximité, c'est même géographique, parce qu'on a 95% nous aussi de notre R&D qui est basé à Paris, enfin en France. Donc ça fait à peu près 400 personnes qui pouvaient travailler aussi avec Sens et puis Thales pour mettre ça en œuvre. Et donc notre premier client, ça a été Thales. Thales, c'est un client important pour nous, plusieurs centaines d'utilisateurs dans plusieurs entités, différents types de personas qui utilisent la solution, notamment des ingénieurs qui vont aller optimiser du manufacturing, de la supply chain, la remise en qualité sur leur ligne de production. Et il y a une entité qui s'est lancée dans cette première migration. C'est une entité qui a migré de son legacy vers Sens et qui a en même temps embarqué tous les cas d'usage qui étaient déjà développés sur DataIQ et les a basculés sur cette nouvelle infrastructure, donc sur l'infrastructure Sens. Donc c'est 70 utilisateurs qui avaient industrialisé leur reporting, notamment de supply chain, en fait, tout ce qui était analytics autour de leurs fournisseurs, et qui ont réussi à basculer ça de leur legacy vers DataIQ de manière très simple, parce que là, encore une fois, il y a ce découplage qui permet de transférer ces cas d'usage avec une conduite du changement qui est minimale. Et donc, quand on parle d'accélération, on peut parler d'accélération du partenariat, mais c'est aussi une accélération de la migration, tout simplement, qu'on a pu observer sur ce premier client, et j'espère qu'il y en aura plein d'autres. Aucun doute. Merci Bastien. Gilles, oui, après l'adoption de la première heure par Memority, quels sont les cas clients dont tu avais envie de nous parler aujourd'hui? Voilà, donc nous, on est installés, nous, sur Sens. Donc, les clients, en fait, qui veulent acheter Memority, ils cochent et ils choisissent la zone où ils veulent. Dans la zone, il y a Sens. Et s'ils choisissent Sens, ils utilisent de façon complètement transparente. Alors, les cas d'usage pour nous, c'est un constructeur automobile qui gère l'ensemble de ces 600 000 dans le monde employés, qui va gérer l'identité de l'ensemble des personnes. Mais un constructeur automobile, c'est aussi des millions de concessionnaires qui vont se connecter au système d'information dans le monde de l'entreprise étendue. Mais c'est aussi l'usage de Memority, de l'identité pour ouvrir son véhicule. Donc, c'est des dizaines d'objets connectés qui sont gérés par Memority pour ouvrir sa voiture avec son téléphone. Donc ça, c'est un premier cas d'usage. Mais celui que j'ai envie aussi de vous parler, qui est commun et qui est un très beau projet commun avec Sens, c'est le projet BeConnect. Alors, le projet BeConnect, il va toucher tous les citoyens, en tout cas les consommateurs que nous sommes. C'est la volonté de 5 grandes banques françaises de disrupter, simplifier notre vie de consommateurs, et notamment sur un clic, un bouton sur les sites e-commerce, supprimer cet irritant, cette phase toujours d'authentification complexe qui est le login mot de passe. Et donc, il y a d'ailleurs, pour ceux qui sont dans les grandes banques françaises, vous pouvez déjà y adhérer. Donc, c'est un bouton BeConnect qui va apparaître sur les sites e-commerce. On clique dessus et en un clic, on a accès à l'ensemble du service. Dans 80% des cas, pas besoin d'authentification. On évalue un score de risque. S'il y a un score de risque, on déclenche l'authentification bancaire, qui est déjà, on est 40 millions à l'avoir sur son téléphone. Donc là, le périmètre est important. Donc, c'est 40 millions de consommateurs français et c'est 6 000 fournisseurs de services. Et là, je le dis parce que ça revient à la première question. C'est
je sais pas, en tout cas, il est essentiel qu'on se dote de ces moyens d'authentification dits souverains ou de confiance, hein, comme on se bat et on s'est battu en France pour avoir des paiements qui sont encore gérés par la France et par l'Europe. C'est un vrai sujet. Là, on peut parler peut-être de souveraineté. Et donc voilà, donc ce cas-là qui est un projet commun et dans lequel on a fait avec Sens Thales. Merci Gilles, en plus c'est une très belle collaboration et c'est vrai que dans les on voit qu'on est dans un monde de partenariat et là c'est un très bon exemple. Merci. Alors on a parlé des besoins des clients, on a parlé des réponses possibles, on a parlé des différents exemples et de concrètement comment on y va. On arrive donc à la fin de notre conférence et je voulais vous demander chacun si vous avez un mot de conclusion. Gilles, je te sens prêt à partir. Alors, Je suis prêt au dépôt. Non, moi le mot de conclusion, mais vous l'avez peut-être lu dans ce que j'ai dit, c'est nous on a la vraie conviction chez Memority qu'il faut faire naître un champion européen de la gestion des accès et des identités. Donc on est très très engagé sur ce partenariat et il est essentiel qu'on soit qualifié, qu'on aille démontrer le fait que c'est possible. Et c'est possible parce qu'on est dans un moment où on est en train de réinventer la façon dont on fait la gestion des accès d'identité. Là, quand on y pense, on pense beaucoup à la gestion des accès d'identité qui sont humaines, mais arrive toute la gestion des accès d'identité qui sont non humaines, notamment les agents IA. Les études, c'est un employé entre 40 et 80 agents IA demain. Et donc, on a tout cet enjeu à traiter. Donc là, on est dans une vraie révolution à traiter. Et si on peut la mener en Europe et en animant un écosystème européen, c'est comme une excellente nouvelle. Très bel objectif. Merci. Bastien, tu veux nous dire un mot de la fin? Ce serait quoi ton conseil, toi? Mon conseil, ça serait de ne pas sous-estimer tous les aspects conduits du changement. C'est vrai qu'en fait, on parle de cloud de confiance. On a tous un legacy, quoi. Donc, il y aura besoin d'aller réaliser une migration, d'aller embarquer de nouvelles équipes sur cette transition vers une nouvelle cible. Et donc, effectivement, tout à l'heure, tu montrais tout cet écosystème. Enfin, je pense que là, il y a plein d'acteurs dans le conseil, dans l'intégration, qu'on voit, nous, accompagner nos clients sur ces sujets de migration et c'est clé. Je pense que le point clé aussi, c'est d'arriver à embarquer en fait, les équipes dans cette transition, de leur faire comprendre que quand on parle de confiance, quand on parle de gouvernance, ça peut sembler être un peu bloquant, un peu lent, etc. Mais au contraire, c'est quelque chose qui peut libérer les forces vives et libérer l'innovation. Moi, la métaphore que j'aime bien utiliser, c'est la métaphore d'une Ferrari qui peut aller à 200 km/h. Si vous n'avez pas de frein dans la Ferrari, il y a peu de chances que vous rouliez à 200 km/h. En fait. Vous avez besoin des freins justement pour avoir cette confiance. Et donc, Sens, avec le cloud de confiance, DataIQ, dans un cadre gouverné, nous, on amène justement ce cercle de confiance qui permet de libérer les énergies, de libérer l'innovation et qui aide à cette conduite du changement. Donc voilà, ne pas sous-estimer ce point-là. Merci. Arnaud, je redis encore une fois que je suis très impressionné par pour nous, cette première participation au Sens Summit, parce que je le vois, il n'y a pas que le secteur public qui parle de souveraineté aujourd'hui. Dans le secteur bancaire, dans le secteur assurance, c'est les gros industriels aujourd'hui, ils en parlent énormément, et c'est une vraie réflexion, et il y a un réel besoin d'anticipation. Donc c'est pas forcément une roadmap qui est déjà construite pour chacun d'entre eux. Mais c'est vrai qu'ils ont envie tous d'autonomie. Ils nous en parlent, même s'ils ont nos technologies dans le cloud public depuis un certain nombre d'années. Ils ont pour obligation de préparer des plans souverains. Et aujourd'hui, on commence à étudier effectivement cette approche-là. Et donc, je rejoins ce que disait Bastien sur cette conduite du changement. Ça peut nécessiter un certain temps. Et c'est vrai que tout se construit maintenant et tout va s'accélérer. On n'a jamais autant parlé dans notre domaine du digital workspace de souveraineté. Il y a un besoin que les utilisateurs continuent à effectuer leurs tâches du quotidien. Et ça va du col blanc jusqu'à la personne qui est en première ligne dans les chaînes de fabrication, dans les points de vente. Il y a un vrai besoin de continuité de service. Et ce que tu dis, ça fait écho finalement à des choses qu'on a dites aussi aujourd'hui, à un terme qu'on a inventé récemment, qui s'appelle le local SaaS. Et c'est ce qu'on est en train d'essayer de construire ensemble. Oui. Voilà. Il faut revenir sur des nouveaux modèles, inventer des nouvelles approches grâce à toutes ces offres de cloud et ces nouveaux modèles qui sont maintenant possibles. Voilà, on a ce premier exemple. C'est pas une marque déposée, je peux l'utiliser? Oui, ce sera un modèle qu'on voudra universel. Okay. Francis, le mot de la fin pour toi, qui va clôturer notre table ronde. Alors, le message que j'ai, c'est enfin,
Ça y est, on a une solution qui est vraiment intéressante sur, je dirais, peut-être 3 aspects. Premier aspect, des services GCP. Donc, si vous êtes un client qui avait déjà l'habitude des services GCP, vous allez gagner encore une fois énormément de temps. Pas besoin de former les équipes DevOps. Vraiment, on parle de mois ou d'années d'économiser. Un écosystème de partenaires important. Tout le monde n'a pas la capacité de faire une intégration cloud. Et un gage de confiance avec Thales, qui sera le premier client de la plateforme aussi. Donc ça rassure énormément aussi. Il y a le Sense comme cloud de confiance et il y a aussi confiance dans la solution. Donc voilà, le message, nous ça marche. Donc on en parle à nos clients. S'ils cherchent une solution, ils peuvent vraiment considérer Sense avec confiance. Je pense que c'est une belle solution. Voilà. Merci beaucoup. Merci à tous les 4 pour votre participation. Vous voyez qu'on est créatif quand on travaille tous ensemble, on a plein d'idées, on voit qu'on a plein de contextes et de modèles possibles. Donc honnêtement, c'est très inspirant. Merci à vous pour vos témoignages pendant cette table ronde. Et on a un petit peu de temps pour prendre des questions. Donc est-ce que vous avez des questions à poser à nos participants ? Donc pour les timides, ne vous inquiétez pas, ça va bien se passer. On peut poser des questions tranquillement. Ah voilà, merci. Merci beaucoup. Bonjour, merci à tous. En fait, j'ai une question pour vous, madame. L'année dernière a été annoncé ici en plénière un partenariat avec Mistral. Et donc j'étais venu sur la réunion des ISV pour savoir un petit peu où en était le partenariat et quand est-ce qu'on aurait le droit à du Mistral dans la console. Bon merci pour cette question. Justement, j'étais juste avant avec notre Alliance Manager Mistral qui est là aujourd'hui. Et je regardais s'il était dans la salle, mais je crois qu'il y a un parcours IA, donc il est plutôt sur le parcours IA. Mais effectivement, Mistral est disponible aujourd'hui sur Cryptance. Et il a été testé, il fonctionne également sur Premiance. Donc on a une collaboration avec de premiers clients qui se sont concrétisés sur Mistral. Donc bien sûr, voilà, on a déjà ces premières expériences. Donc voilà, on est prêt. Ça a été annoncé effectivement l'année dernière et maintenant, beaucoup de choses se sont passées depuis et on réfléchit encore à une roadmap avec de nouvelles idées parmi toutes les idées créatives qui ont été partagées jusqu'à maintenant. Voilà, c'est notre feuille de route aussi. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Oui, merci. Sense chercherait des partenaires dans quel type d'industrie particulièrement pour les éditeurs ? Est-ce que ce serait plus dans le secteur de la défense, médicale ou actuellement vous cherchez des partenariats ? En fait, nous, on est ravis d'accueillir tout notre écosystème de partenaires, mais c'est aussi eux qui ont des besoins et qui nous contactent. Et en fait, je pense pour la réussite de nos partenariats, pour la réussite de nos projets, c'est vraiment de s'appuyer sur des besoins clients, sur des opportunités, sur des sujets. Donc effectivement, il y a des industries qui sont plus demandeuses que d'autres sur ce type de solutions parce qu'ils ont des besoins, parce que parfois ils ont un contexte réglementaire qui font qu'il faut qu'ils aillent vers des solutions de confiance. Néanmoins, c'est vraiment les besoins des clients qui dictent nos priorités aussi et c'est vraiment la traction qui nous indique vers quelle direction aller et dans quelle priorité. Donc en fait, il n'y a pas de limite, il n'y a pas de... Voilà, c'est avoir ensemble en fonction de ce que vous demandent vos clients, parce que finalement, c'est ça notre moteur à tous, je pense. Oui, je disais merci pour la présentation. Je voulais savoir s'il y a un catalogue des éditeurs qui sont sous Sense, du coup. Alors, ça, c'est une très bonne question et ça nous emmène vers aussi notre développement, nos prochaines étapes. Donc, ce qui est déjà disponible aujourd'hui. Aujourd'hui, vous avez des partenaires avec lesquels on travaille déjà qui sont visibles sur notre site web. Donc, vous pouvez voir qui sont les partenaires de Sense avec lesquels on a déjà collaboré, avec lesquels on a testé les solutions techniquement. Voilà, donc il y a déjà cette première réponse. Ensuite, une autre réponse, c'est le fait d'avoir déjà des partenariats avec des centrales d'achat. Donc, par exemple, on est référencé à l'UGAP ou dans différents groupements d'achat public. On est aussi référencé sur la marketplace de GCP. Donc, vous pouvez aussi acheter vos solutions sur la marketplace de GCP et les porter sur Sense. Donc, ça, c'est possible surtout pour l'offre Cryptance.
Donc, autre possibilité. Et puis à terme, une marketplace, ça c'est notre objectif. On grandit, on se développe. Vous avez vu qu'on avait une feuille de route bien fournie devant nous. Et la marketplace en fait partie d'ici quelques mois. Et Premiance n'est pas encore disponible sur la marketplace GCP? Premiance, c'est une offre à part, donc qu'on contractualise ensemble directement avec Sens et qui ne s'achète pas au travers d'une plateforme marketplace GCP qui est une plateforme de cloud public. Donc, de par les questions de compliance et de conformité, Premiance est un contrat dédié, dit directement avec nous. Merci. Bonjour, merci pour la présentation. Question aussi pour vous. Est-ce que vous avez des exigences pour devenir partenaire Sens Premiance? Exigences d'un point de vue sécurité, d'un point de vue, en lien avec les exigences que vous avez de l'ANSSI en fait. Oui, bien sûr. Donc, en fait, quand on travaille ensemble, il y a un parcours avec des étapes. Donc, effectivement, il y a des étapes techniques de confirmation que la solution fonctionne sur Sens, que les modules requis sont disponibles. Et après, effectivement, en termes de conformité, de besoins, il y a des modèles opérationnels qui nous permettent de faire différentes choses. Et c'est là où je pense qu'on a cherché pendant cette table ronde à donner des illustrations différentes, en fait. Parce qu'en fait, selon le contexte, qu'on est un acteur européen, qu'on est un acteur non européen, on a des modèles et des possibilités qui sont différentes. Donc c'est ça qu'on doit étudier ensemble et c'est ça où on se projette ensemble sur vos exigences et celles aussi des clients, en fait. Quels sont les besoins et comment est-ce qu'on peut s'y conformer ensemble. Moi, j'avais une question pour Dataiku. Si j'ai bien compris, là, c'était en mode IaaS que ça a été installé avec Thales. Est-ce que, si c'est le cas, ou j'ai mal compris, est-ce que vous envisagez d'avoir un service managé sur Sens de Dataiku? D'être en mode SaaS en fait. Voilà, aujourd'hui, je suis à la Massif et donc on a installé Dataiku aussi sur un serveur en mode IaaS. Et ce qui nous intéresse à un moment, c'est de l'avoir en mode SaaS, en mode SaaS. Non, je ne pense pas que ce soit dans la roadmap à l'heure actuelle. On pourra prendre cette question séparément si vous souhaitez. Ok, merci. Oui, bonjour. Francis, au début, quand vous avez expliqué du coup, les utilisations de vos données, vous avez parlé de données de simulation. Moi, dans mon travail, je travaille dans la fonction publique territoriale pour une métropole. Je suis amené à me pencher sur la question du jumeau numérique territorial, dont une partie concerne de la simulation. Est-ce que vous avez déjà eu des cas où vous avez réalisé de l'intégration sur Sens de données type SIG, ou en tout cas qui comportent un aspect géographique? Alors, l'intégration avec Sens est très très récente. Parce qu'on a fini le POC l'été dernier, la qualification a eu lieu en décembre. Donc, on n'a pas encore ce scénario. Par contre, ça n'empêche pas que des clients aient fait ce cas d'usage sur un cloud qu'ils ont mis en place eux-mêmes. Ça, c'est tout à fait possible. Mais là, sur Sens, on n'a pas encore ça. Non. On a quelques POC qui ont été dans le secteur du nucléaire et du quantum, notamment, mais pas encore sur le jumeau numérique pour le moment. Merci. Merci pour vos sources d'inspiration, parce que vous nous emmenez tous vers des nouveaux terrains de jeu à explorer ensemble. Donc, merci pour ça. Et puis, je pense qu'on va maintenant remercier nos participants pour cette table ronde. Vous remercier tous. Et on peut poursuivre la discussion, si vous voulez, dans le village en bas.